C'est bon, on est prêt. On va parler d'un sujet aujourd'hui avec Pierre Leroy. Je sais pas pourquoi j'ai Pierre H. Leroy. C'est un truc que t'as mis quelque part ou c'est arrivé sur ma fiche au hasard. C'est mon deuxième prénom. Ouais. Et en fait, des Pierre Leroy, t'en as 4000 en France. Ok. Et du coup, c'était une manière de me différencier. D'accord. Et ton deuxième prénom, c'est H ou c'est Henri? Henri, ok. Henri. PHL, quoi. PHL, exactement. PHL, allez, attention, est-ce qu'on va te prendre pour un philosophe? PHL, bienvenue sur La Martingale. On va parler d'un sujet que je connais bien, je vais expliquer aussi pourquoi, que j'aime beaucoup, qui est, je vais demander à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, d'ailleurs, ceux qui nous regardent de s'abonner à notre chaîne sur les plateformes audio et ceux qui nous écoutent de s'abonner à notre chaîne YouTube, comme ça, tout le monde, voilà. On a remarqué qu'il y avait, je crois, 80 ou 85% des gens qui regardaient ou écoutaient La Martingale qui n'étaient pas abonnés. Donc, abonnez-vous, ça nous aidera pour avoir des invités de prestige comme PHL. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, et je vais vous demander beaucoup d'attention, on va rentrer dans un marché qui est plein de très belles opportunités, dans lequel on peut faire beaucoup d'argent, mais on peut aussi se rétamer big time, genre big time. Et donc, voilà, ce marché, c'est ce qu'on appelle le secondaire, le marché du secondaire. Et tu vas m'expliquer, Pierre, ce que c'est, et puis après, pourquoi tu le connais bien. Ok. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, le marché du secondaire, c'est le fait de racheter des actions sur le marché secondaire. Ça veut dire qu'on rachète des actions qui existent déjà. Je m'explique. Quand une société fait une levée de fonds, on crée des nouvelles actions qu'on vend à des investisseurs et l'argent de la vente de ces actions va dans le bilan de la société pour l'aider à se développer, à croître, à racheter d'autres boîtes, etc., etc. Je fais une pause. Tu vas expliquer après la suite. Je vais le réexpliquer dans mes termes. Quand on fait une levée de fonds, on fait techniquement ce qu'on appelle une augmentation de capital. Exactement. Donc tu as un capital, disons, à 100 000 euros. Tu fais une augmentation de 50 000 euros. Tu vas passer un capital de 100 à 150 000 euros. Et donc tu vas avoir créé 50 000 nouvelles actions à 1 euro, si elles sont à 1 euro. Et donc tu auras des nouveaux actionnaires qui auront mis 50 000 euros dans la boîte et qui auront un tiers du capital désormais. Et les anciens auront les 100 000 initiaux. Exactement. Ok. Et maintenant, imaginons que ce nouvel actionnaire qui a pris 50 000 nouvelles actions à 1 euro, 10 ans plus tard, ces actions valent 10 euros. Et il souhaite revendre ces actions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une opération de secondaire. On revend des actions existantes à un investisseur secondaire. Donc dans un cas, donc on appelle ça comment? Le marché primaire, l'augmentation de capital. Dans un cas, on crée de nouvelles actions, on met du cash dans la société. Donc le cash sert à la société à se développer. Ouais. Et dans le deuxième cas, je rachète les actions de PHL à 50 000, je vais te saouler avec PHL, donc de 50 000 à 500 000. Et là, elles ne servent pas à la société, elles servent à la poche de PHL, c'est lui qui prend l'argent. D'accord. Donc là, on est sur le marché du secondaire. Techniquement, la bourse, c'est que du secondaire. Il y a du primaire aussi. Quand une société fait une IPO, elle émet des nouvelles actions pour se financer. Et de temps en temps, typiquement, si tu prends une boîte comme Total ou EDF, très régulièrement, ils font des opérations en bourse de création de nouvelles actions pour se financer, pour augmenter leur bilan. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Mais quand toi, particulier, tu vas sur Bourse Direct ou Revolut acheter une action de Air Liquide ou EDF, Air France, peu importe, c'est du secondaire. C'est-à-dire qu'en face, il y a une personne qui vend et toi, tu achètes. Et la magie de la bourse, c'est que c'est tellement liquide, en fait, il y a tellement de trades que le prix s'ajuste en temps réel. D'accord, donc quand Pierre vend des actions à Mathieu, je t'achète une action, tu me la rachètes, un prix plus, moins. Pour Total, ça ne change rien, ils ne prennent pas d'argent. Il y a éventuellement des opérateurs, des bourses, des Euronext, des gens comme ça qui prennent des micro-commissions, des brokers, des choses comme ça. Mais en revanche, l'argent, il transite que entre toi et moi. Exactement. Ça change la valeur de la boîte, mais pas forcément, voilà. Exactement. Ok. Avant d'aller sur vraiment le secondaire et ton marché, parce que tu es sur du secondaire non coté, oui. On va expliquer ça. Si je reste aussi sur le côté, enfin dans l'absolu, pour notre, on va dire, connaissance des métiers, il y a aussi des diminutions de capital. Alors, est-ce que tu connais un peu ça ou pas trop Ce sont généralement les sociétés elles-mêmes qui vont racheter
des entreprises pour passer l'entreprise de 150 000 actions à 100 000, par exemple. C'est ce qu'on appelle de la relution. Moi, j'en fais pas du tout dans mon métier, pour une raison très simple, c'est que les boîtes dont je m'occupe sont des boîtes qui, en général, crament du fric. Donc, l'argent qu'elles ont de dispo sert à la croissance ou à racheter d'autres sociétés et non pas à la relution, qui est le principe, en fait, de venir racheter des actions, les détruire. Typiquement, j'ai 100 actions sur une boîte où il y a 1000 actions, donc j'ai 10% du capital. J'utilise le cash de la société pour acheter 20 actions à des actionnaires, à toi par exemple. Donc je te rachète tes actions, tu sors, et puis ces actions, je les détruis. Donc j'ai juste perdu du cash. Toi, tu as récupéré le tien, il n'y a plus d'actions. Et donc la boîte, elle passe de 1000 actions à 980. 980, et je détiens du coup 100 sur 980 et plus 100 sur 1000. Et tu peux faire ça, si tu fais ça sur le long terme, avec le cash de la boîte, en rachetant tes actionnaires, tu peux te retrouver à 900 actions, puis 800, puis 700. Et en fait, au bout de 15 ans, tu peux avoir 100 actions sur 500. Et c'est comme ça que tu te relues et que tu gagnes des pourcentages de capital de la boîte. Ok, bon, on a compris tout ça. Maintenant, on va se concentrer sur le secondaire. Et le secondaire non coté, parce que finalement, le secondaire coté, je pourrais dire, on connaît, quoi. C'est la bourse. C'est la bourse, exactement. Voilà. Le secondaire non coté, et on va être sur du secondaire non coté plutôt dans ce que tu fais, hein, mais de start-up, ou de scale-up, ou tu fais du secondaire non coté de PME familiale, tranquillou bilou. Non, pas du tout, parce que sur les PME familiales qui sont rentables, tu as d'autres systèmes que le secondaire. Alors le secondaire existe, mais en général, donc le principe du secondaire, c'est de donner de la liquidité aux actionnaires qui ont investi dans la société il y a pas mal de temps. Oui. Typiquement, un investisseur, son rôle, c'est d'investir, mais c'est aussi de récupérer son cash. Le secondaire, c'est une manière, parmi plein d'autres, de récupérer le cash que tu as investi dans une société, avec ou sans plus-value. Pour les PME familiales qui sont rentables, ils ont une autre technique pour récupérer leur cash, qui est simplement la dette. C'est-à-dire que ça s'appelle le LBO. Donc, ma boîte est rentable, j'ai 100% de capital. Je vais mettre de la dette dans le capital que je vais rembourser avec les cash flows de ma société. Et l'argent de la dette, je vais le servir pour récupérer l'argent de mes actions. Le LBO, il y a les owner buy-out où ils s'achètent à eux-mêmes. En fait, tu t'achètes à toi-même des actions que tu vas rembourser. Exactement. Voilà, donc tu vas revendre ta boîte entre guillemets à toi-même, si tu voulais. Ce qui se fait d'ailleurs, j'ai appris ça il y a quelques années, je pense que c'était dans la Martingale, sur de l'immobilier. C'est le truc. En fait, l'immobilier, c'est le moyen le plus simple de comprendre un LBO, un OBO, ce que tu veux, parce que c'est un appartement, un crédit, un loyer. Le loyer rembourse le crédit. Une fois qu'il n'y a plus de crédit, c'est des cash flows. On pourrait très bien réendetter l'appartement pour continuer à rembourser le crédit et prendre ce capital pour acheter un autre appartement. C'est assez courant à l'étranger, en Angleterre je crois, aux États-Unis aussi. En France ça se fait un peu, j'ai appris ça aussi. Mais donc voilà, imaginez, vous avez acheté votre appart, vous avez fini de le payer et à un moment vous allez voir la banque et vous allez dire je vais me racheter mon appart à moi-même. Alors, là ton banquier qui va te regarder, c'est chelou, mais en vrai c'est possible. Et donc tu rachètes ton appart avec un emprunt. Et tu te payes cet emprunt, ce qui fait que tu as beaucoup de cash d'un coup, qui peut te permettre de racheter d'autres appartes, de partir en vacances, investir dans autre chose, quoi. En général, les gens qui font ça rachètent d'autres appartes, c'est comme ça qu'ils grossissent. Aux États-Unis, ils font beaucoup ça. Après, c'est pas du tout le même marché, c'est très différent, c'est incomparable, je pense, mais c'est un truc qui est très US, anglo-saxon, on va dire. Donc je rembourse, je crée du cash flow, je reprends de la dette, je rachète et je continue comme ça. Beaucoup plus liquide que ce qu'on trouve en France et en Europe, notamment parce qu'il y a aussi toutes ces variations des taux variables, des prix qui bougent beaucoup plus. On est vraiment sur un marché beaucoup moins résilient, beaucoup Ils plus liquide. Ils n'ont pas de majoration de loyer surtout. Beaucoup plus liquide. Toi, ta boîte, elle s'appelle Not So Liquid. Enfin, en tout cas, elle s'appelle toujours Not So Liquid. Ça existe toujours ? Ouais, Not So Liquid existe toujours. On s'est fait racheter la propriété intellectuelle, donc tous nos contrats, par une banque d'affaires qui s'appelle Bryan Garnier. On a gardé la coquille parce qu'on avait pas mal d'investissements perso à travers Not So Liquid. Vu qu'avec mon associé David Larocque, on partage beaucoup de choses, les potes, le réseau, et y compris les investissements à travers Not So Liquid. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal.
Et donc, du coup, ils nous ont racheté. C'est ce qu'on appelle un acquire. C'est-à-dire qu'ils te disent on te rachète tes contrats, voilà le chèque. Et toi, tu n'as pas le droit de bosser pour une autre personne que nous. Ok, c'est une banque d'affaires, hein, Bryan Garnier ? Oui, c'est une banque d'affaires. Et donc toi, tu arrives comme ça avec ton pull, ta casquette et tout sur les Champs-Élysées chez Bryan Garnier. On te regarde pas comme un ovni ? Ça veut dire oui. Merci. C'est un peu. Non, super intéressant. On va revenir. Je voulais rebondir sur le nom parce qu'on parlait de liquidité. Not So Liquid. Pourquoi et comment tout ça fonctionne? T'as touché du doigt un truc. Tu parlais d'un. Alors ça peut être un business angel. J'ai investi par une plateforme, Tudigo. Je sais pas moi. Y a les Anglais de comment ils s'appellent. Tu vois pas, qui te permet de faire des Indiegogo. Ouais, enfin plein. Voilà, j'ai investi dans une start-up ou un truc comme ça. J'ai mes actions et puis 5, 6, 7 ans plus tard, j'ai envie de sortir. Bon bah là, ça c'était du secondaire. Donc t'as des business angels, t'as des fonds. Ouais. T'as des employés. Oui. Beaucoup d'employés. Hein, au bout d'un moment, tu pars de la boîte, t'as envie de revendre. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'as potentiellement, voilà. J'en loupe, il y en a d'autres. Il y a les founders. Bah, évidemment, les founders. Voilà, c'est tout. T'as business angel. Si tu prends dans l'ordre, t'as employé/founder. Ouais. Business angel, ceux qui arrivent juste après, la love money, entre guillemets. Après, t'as des gros BA aussi. T'as les fonds, donc fonds de seed, fonds de growth, peu importe. Donc ça, c'est les actionnaires que tu vas avoir dans une cap table. Okay. En général, les employés d'une boîte, en moyenne, ça représente à peu près 10% du capital d'une société qui vaut des sociétés dont on s'occupe, donc qui valent plus de 250 millions. Ok. Moi, j'ai appris à connaître ce marché parce que j'avais créé une boîte dans cet univers qui s'appelait Fairshares, que j'ai fermé au bout de 6 mois. Pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard. J'avais tout expliqué dans ma newsletter Génération It Yourself. Et je pense que c'est important de l'expliquer et d'expliquer pourquoi peut-être c'est différent, pourquoi ça fonctionne. Donc on va revenir exactement sur comment ça fonctionne. Moi je sais pas, il y a des deals dont tu peux parler que vous avez fait ou pas? Ouais, bien sûr. Je peux tous les disclose. Le plus récent c'est Back Market. Ok. Celui juste Back Market avant. à 10 ans. Back Market à 10 ans. Ouais. Les personnes qui étaient vendeurs sur Back Market ont été les premiers employés. Ok. Il y en avait plusieurs. Et il y a eu aussi des fonds d'investissement de l'amorçage, donc du tout début, quand la boîte devait valoir 25 millions, je crois. Je pourrais pas dire la valo à laquelle on a vendu. T'as pas le droit? J'ai pas le droit, mais c'était... plus d'1 milliard. Oui, large. Large. Ça vous donne une idée en fait de ce qu'on appelle plus-value dans la tech, de ce qu'on peut voir en tant que plus-value dans la tech. Fois 40, 25 millions, plus d'1 milliard, ça fait fois 40. Donc là, on peut se dire fois 50, fois 60, fois 10, 70, fois 100, j'en sais rien si tu arrives à 2,5 milliards. Donc on est dans ces ordres de grandeur, potentiellement. Okay. Ouais. Avec des personnes qui ont mis des tickets comme entre 1 million et 5 millions. Donc sur ces échelles-là, on est sur des deals qui sont entre, on va dire, 50 et 200. Wow. Et qui vont en général dans la poche. Ça arrive. Par exemple, Revolut, qui est le plus gros deal qu'on ait fait, on l'a closé en janvier de cette année. C'est très récent. On a fait un deal d'une valeur de 200 millions, un peu moins, 187 millions de pounds, de livres sterling. Cet argent est allé dans un fonds que je ne peux pas disclose non plus, qui est un de nos clients, et un des autres vendeurs était un business angel qui a été le premier investisseur de Revolut. Donc il a rencontré le fondateur Nick Stronsky aux Open Day de Seedcamp il y a plus de 10 ans et il lui a donné un chèque de 225 000 pounds. Aujourd'hui, sa position dans Revolut vaut un demi-milliard. 225 000 pounds, un demi-milliard. Voilà. C'est sur du fois 200, 2000 2000, ouais. Ouais, 200, ce serait 50 000. Même 000. 4000. Ouais, non, 2000. Ouais. Et donc, le vrai pain de cette personne, c'est que Revolut vaut 45 milliards aujourd'hui. C'est une valorisation qui a été décidée par des fonds qui ont fait du secondaire, donc qui ont racheté des fonds qui avaient investi il y a 10 ans. Et donc, lui, il est assis sur ce demi-milliard. Comment il fait pour sortir? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place de marché. Il peut appeler ses copains, un de ses potes, en disant « Tiens, est-ce que tu veux racheter à temps ?»
D'où le nom, not so liquid. Ouais. On n'est pas sur une bourse. Tu me disais, la magie de la bourse, c'est que tu achètes, tu vends, il y a tellement de transactions, etc. Là, on est sur ce qu'on appelle du private equity, des entreprises non cotées. Le transfert d'actions est beaucoup plus compliqué. Il n'est pas liquide. Ok. Donc toi, tu organises ça. Ouais, nous, sans faire une bourse non plus. Sans faire une bourse. Nous, donc sous le manteau. Plus ou moins. Enfin, c'est très discret. Ok. Nous, on est sur un marché qui est not liquid et on rajoute le so dans le not liquid. Donc ça reste, même quand on intervient, ça reste not so liquid. Ça reste compliqué, ça reste très long. Un deal, à titre d'exemple, ça peut nous prendre 1 an et demi. Alors pas l'exécution, mais la mise en place d'un deal, donc valoriser la société, convaincre le management, parce que je le rappelle, le secondaire, l'argent ne va pas à la société. Donc il faut convaincre le management de dire donnez-nous les infos pour valoriser la boîte pour de l'argent qui ne va pas aller dans le bilan de la société. Voilà, ça fait partie des choses d'ailleurs sur lesquelles moi je travaillais beaucoup puisque j'ai un gros réseau de patrons de start-up grâce à mes podcasts, etc. Et donc j'essaie de les convaincre, mais ils ne sont pas toujours très chauds parce qu'il y a un moment où tu vas marquer, c'est un terme, c'est un nom, mais tu vas marquer un prix sur la société. Qui va pas forcément leur plaire. C'est un prix de marché. Eux, ils ont levé sur une valo à 2 milliards. Et puis là, il y a des actions et des gens qui vendent à 500 millions. Et là, ils disent hop, qu'est-ce que vous faites là ? Ils veulent pas que dans la tête des gens, on puisse se dire ma boîte, elle vaut 500 millions. Quoi. Exactement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. L'equity story d'une boîte, c'est-à-dire la manière dont la société a fait grandir sa valorisation. Notez bien ces termes, l'equity story, l'histoire des actions. L'histoire des actions, l'equity story, c'est quelque chose qui est très important pour une société. Donc c'est bien quand ça va que dans un sens, c'est-à-dire quand ça fait que augmenter. Ce qui est important dans une equity story aussi, c'est les personnes qui rentrent au capital de la société. Le problème d'une opération de secondaire qui n'est pas maîtrisée par le management, c'est que potentiellement la valorisation de la boîte peut descendre et aussi tu ne contrôles pas qui rachète les actions. Donc, tu peux te retrouver avec n'importe qui dans ta cap table. Un concurrent, quelqu'un qui veut avoir des infos. Exactement. Après, tu n'as aucune obligation en tant que patron de boîte de donner de l'info à quelqu'un qui veut sortir. Ok. Sachant que nous, sur les deals qu'on fait, on fait aucun deal en dessous de 25 millions. Aujourd'hui, je précise, quand on a commencé, on faisait des trucs à 500 000 euros, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, on fait aucun deal en dessous de 25 millions. Donc, ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas acheter des actions avec beaucoup moins d'argent. C'est pas 25 000. Toi, c'est 25 millions à vendre, à mettre sur le marché. Exactement. Moi, si je n'ai pas 1 million, je peux venir quand même acheter. Oui, bien sûr. Je peux acheter à partir de combien ? Ça dépend par quel partenaire tu passes. Okay. Nous, on a des partenaires comme Opportunity Venture, par exemple. Je crois que chez eux, le ticket minimum, c'est 10 000 euros. T'as Equinox, le nouveau fonds d'Alexandre Hérault, qui était un ancien d'Anaxago. Lui, je crois que c'est 100 000. Ok. Après, t'as d'autres personnes en Belgique où c'est à partir de 100 euros, il me semble. Ok. Si t'as tu nous donneras les liens là-dessus je vous donnerai tout, okay. Bien sûr. Ok. Après, il y en a d'autres dont je ne donnerai pas le nom parce que la plupart des deals qu'ils proposent sont survalorisés et ils font pas gaffe. Donc j'ai pas envie que... ils sont je les connais. Ouais, tu les connais, ouais. Ok. Je les aime pas, je crois, en plus. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un marché qui est très accessible aujourd'hui, mais sur lequel il faut faire très attention. Alors, on va expliquer pourquoi et comment et à quoi il faut faire attention. Ça, c'est vraiment très important. Parce que... mais on va continuer juste sur avant la mise en vente. Tu racontais un truc qui est très important aussi, le management et tout ça. Il y a des choses complexes qu'on va expliquer et simplifier à comprendre. Il y a, quand tu n'as jamais entrepris, ce que tu appelles un pacte d'actionnaires. Oui. Quand tu achètes et que tu vends des actions, il y a des tas d'obligations liées potentiellement, des tas d'engagements. Tu as potentiellement, alors les termes anglais sont drag along, tag along, les droits de cession prioritaire, on va expliquer un petit peu ça, mais par exemple, moi je suis actionnaire, on est actionnaire tous les deux d'une boîte, je veux vendre des actions, potentiellement la préemption par exemple, ça va être que mes autres actionnaires à tel prix, si moi je te dis tiens, à toi qui n'es pas actionnaire, je te vends mes actions à 100 euros,
tu vas dire, ah bah super, je les prends. Et donc, tu vas faire mon markup, tu vas dire, ok, 100 €. Et puis là, les autres vont dire, ah non, à 100 balles, c'est moi qui les prends. Et donc, toi, tu vas pas les avoir. Et donc, l'intermédiaire où tout le monde va faire un travail, toi, tu vas servir de pigeon juste pour donner un prix. Il y a plein de choses comme ça, non, de subtilité. Tu peux m'en expliquer un peu Les plus importantes à retenir, c'est ce qu'on appelle la préemption ou le ROFR en anglais, Right of First Refusal. Pour les actionnaires, pour les actionnaires sortants, c'est pas très important. Dans le sens où, toi, quoi qu'il arrive, en fait, tu vas vendre. Tu vends, ouais. Pour nous, les intermédiaires, c'est le client qui nous paye, le vendeur. Donc, si on se fait préempter, on est quand même payé. Ce qui est très chiant, c'est pour celui qui fait le travail d'étude, de repricing des actions, qui dit, bon, bah, la boîte a levé il y a 5 ans sur une valo à 1 milliard. Moi, je pense aujourd'hui que ça vaut 800 millions ou 1 milliard 250. Il fait tout son travail de prix. Et puis là, tu as un gars de la cap table qui arrive qui dit, ouais, non, en fait, ce prix il est très bien. Non, mais c'est moi qui vais racheter. Donc ça arrive très souvent. Mais sur les subtilités, là où il faut vraiment faire attention, le truc auquel il faut faire attention, le principal, c'est ce qu'on appelle le waterfall. On en parle beaucoup en ce moment. C'est les actions de préférence. En général, quand une société lève de l'argent, donc ce dont on parlait tout à l'heure, on va se concentrer bien, je l'ai déjà expliqué ici, mais on va l'expliquer même plusieurs fois. Je vais d'abord te laisser faire selon tes mots et je le referai après selon les miens. Okay. Donc, je suis une société, je lève 10 millions d'euros sur une valorisation à 90. Ça veut dire que 90 plus 10 de cash... Ça vaut 100 millions. Ça vaut 100 millions. Donc, l'investisseur qui est rentré a 10% du capital pour 10 millions. Jusque-là, ça va. Imaginons maintenant que la société se vende 20 millions parce que le marché s'est un peu crashé, la valorisation est descendue et puis tu as un acteur comme une plus grosse boîte, genre Société Générale par exemple, qui dit bon bah allez, je te rachète 20 millions. On aurait tendance à penser que la personne qui est rentrée en dernier, qui a 10% du capital, prendrait 10% des 20 millions. Donc 2 millions. Donc il est passé de 10 millions à 2 millions, il a perdu 80%. 8 millions d'euros. Car la valorisation de la boîte est passée de 100 à 20. Il a perdu 80%. Eh bien non. En fait, lui, il a des actions de préférence. Donc ce qui va se passer, c'est alors pas toujours, hein, mais très 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 souvent. Très souvent, ouais. 95% du temps. Okay. Et de plus en plus, parce que maintenant que c'est très connu, tout le monde le met dans les pactes. Mais l'action de préférence dit quoi ? Elle dit, tant que je ne suis pas remboursé, personne ne touche de l'argent. Donc lui, sur les 20 millions, il va prendre les 10, et ensuite les autres vont se partager les 10 restants. Donc lui n'aura pas perdu l'argent, et en fait les actionnaires d'avant ne vont pas se partager 20 millions, ils vont se partager 10 millions. Donc en gros, si tu es un actionnaire de la première heure, et que la boîte se vend 20, en réalité, pour toi, elle s'est vendue 10. Exactement. C'était très bien expliqué. Et donc là-dessus, les manières de le voir, c'est... on va avoir les premières actions qui sont émises. Donc, à la création de la société, on appelle ça les actions ordinaires. Exactement. Et ensuite, on va avoir différentes séries de levée de fonds. Oui. Et généralement, on va dire, par exemple, pour simplifier, il peut y avoir un seed, love money, tout ce que tu veux, mais on va rester simple. Série A, action A. Série B, action B. Série C, action C. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle ça, et puis on va aller potentiellement D, E, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le waterfall. Donc, en compta, on a une règle que tu connais peut-être qui s'appelle last in, first out. Voilà. Donc, la série D, les actions D, qui sont rentrées en dernier sur une valo à 45 milliards pour nos amis dont tu parlais tout à l'heure de Revolut. Alors, c'était pas une levée, mais peu importe. Et ben, eux, ils ont des actions. Si jamais la valo baisse, même à 20 milliards, ils récupèrent tout ce qu'ils ont mis. Exactement. Et puis ensuite, donc dans le waterfall, c'est la fontaine. Il y a le E qui est là, qui lève la main et qui dit mais moi je suis rentré sur une valo à 20 milliards, mais là c'est passé c'est resté à 20, donc moi je récupère aussi tout mon argent. Et potentiellement assez vite, quand tu descends et que toi tu as tes actions ordinaires, à la fin tu as 0. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive très souvent. Donc en secondaire, étant donné qu'on vend des actions existantes, si par exemple toi Mathieu, tu étais un actionnaire de la première heure d'une société comme Mano Mano par exemple, alors
Mano Mano, j'utilise parce que c'est une boîte dont je me suis jamais occupé. J'ai pas les chiffres. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut aujourd'hui. Tu ne discloses rien. Voilà. Donc, tout ce que je vais dire en utilisant Mano Mano, c'est vraiment à titre d'exemple. Okay. Donc, toi, t'es premier employé de Mano Mano. Je bosse avec Philippe de Chanville. Il me recrute. Il me file 1% de Mano Mano. Voilà. Fifi te donne 1% de Mano Mano. Et la société donc lève de l'argent. On va dire qu'elle lève... en 15 ans, elle va lever 200 millions d'euros. Okay. Elle va lever série A 10 millions, série B 20 millions, etc. jusqu'à 200. La dernière valorisation de la boîte, disons série D, pourquoi pas, c'était 1 milliard. Donc toi, Mathieu, 1% d'1 milliard, t'as 10 millions. Techniquement, j'ai plus 1% parce que j'ai été dilué, mais on va simplifier. T'as été dilué, mais on va simplifier. Elle est à 0,8%, t'as 8 millions. Okay. Pour un employé qui fait du web design, par exemple. C'est cool. Hein. Franchement, t'es rentré dans une start-up, tu prends 8 millions, c'est pas mal. Sauf que là, la société se vend 200 millions. Et donc, du coup, tu te dis, bon, j'avais 8. J'ai plus qu'un 6. J'ai plus qu'un 6, relou. Non, en fait, t'as rien. Parce qu'en gros, si la boîte se vend 200, bah, les seuls qui vont être payés, c'est les gens qui ont mis 200 dans la boîte. Donc, le dernier investisseur, l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier. Et il n'y aura pas assez de cash pour arriver jusqu'à toi. C'est vraiment le principe de la fontaine, quoi. Et donc, ça a un impact énorme sur le secondaire qu'il faut bien comprendre, que les gens ne comprennent pas toujours très bien. C'est là où je vous dis, c'est compliqué, c'est simple. Mais une fois que si vous avez bien suivi tout ça, il y a des moments où il va y avoir une levée de fonds. À un moment, il va y avoir une levée de fonds sur une boîte. Et toi, tu vas dire psychologiquement, ok, cette boîte, elle vaut 5 milliards. Fine, j'ai compris, 5 milliards Doctolib, belle entreprise. Je vais racheter 0,0. Allez, j'ai 50 000 euros à mettre dans Doctolib, j'ai un pouillème de ce truc-là, mais c'est quand même pas mal. Et on va dire, ok, elle vaut 5 milliards, donc je paye 50 000 euros et j'ai 0,001%. Ouais. Okay. Facile. En fait, non. Ça dépend de tes actions. Si tu achètes des actions au dernier entrée, des actions D, oui, elles valent ce prix-là, probablement plus ou moins si le deal a été fait dans les... De toute façon, tu récupères ton argent. Oui. Donc, elles valent, voilà, t'es sécure. Si tu les achètes en A ou en B, ou pire, ce qui est quand même très souvent le cas dans les deals que tu fais, tu devrais les payer avec une énorme décote. Une énorme décote où parfois même ces actions ne valent rien. Parfois, ces actions ne valent rien. Ça va être assez simple à expliquer. Maintenant qu'on a expliqué le principe du waterfall, il faut savoir que l'ingénierie financière n'a pas de limite. Donc là, on a dit, je mets 10 millions, je récupère mes 10, puis les autres touchent après. Il y a des gens qui font pire que ça. Des gens qui disent, ok, tu veux quoi comme valo ? Tu veux valoir 1 milliard ? Ok, pas de problème. Donc tu vaux 1 milliard, je te file 100 millions. En revanche, tant que j'ai pas touché 2,5 fois ce que je t'ai filé, personne ne va toucher. Et c'est ce qui s'est passé en 2021 quand les fonds US sont arrivés en Europe. Ils ont foutu ça sur énormément de boîtes. Donc aujourd'hui, tu as des boîtes, on pense qu'elles valent 1 milliard, mais elles valent 1 milliard juste parce que tu as un gars qui a dit de toute façon, moi, dans tous les cas, je ferai au moins x2. Ce que les autres ont en dessous, moi, j'en ai strictement rien à faire. Mais c'est là où, enfin, moi, je milite quand même assez contre déjà ça, c'est sûr, en tant qu'entrepreneur, mais aussi, enfin, quand même pas mal contre les actions de préférence. Je dirais, il y a un moment, le risque, alors évidemment, tu prends un risque, parce que tu te dis, si elle est divisée par 10, je touche toujours mes 10 millions, tu prenais cet exemple tout à l'heure, elle peut aussi être divisée par l'infini et tu touches 0. Ok. 0. Ouais. Mais il y a quand même un moment où tu prends pas ton risque, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? T'assumes pas ton risque et tu le fais porter à ceux qui sont en dessous et qui étaient là avant. Et notamment les fondateurs, les employés qui ont bossé comme des yinches pour faire un truc et qui, en fait, dans plein de boîtes aujourd'hui, dans l'écosystème de start-up français et ailleurs, en fait, ont des boîtes qui sont valorisées, comme tu le dis, 500 millions. Et en fait, eux, ils valent 0. Exactement. Et il y a beaucoup de fondateurs qui s'en sont pas rendus compte. Parce qu'un fondateur d'une boîte de tech, son métier, c'est pas de faire de l'ingénierie financière. Son métier, c'est de faire un produit et c'est de trouver des clients. Donc, quand c'est... moi, je mets souvent la faute, et je m'excuse par avance, sur la tête des VC, des venture capitalistes, donc des fonds qui mettent de l'argent dans des boîtes de tech.
qui, lorsque un gros investisseur arrive en disant je vais valoriser cette boîte 1 milliard, mais je vais lui donner de l'argent avec des conditions qui sont quasi impossibles à rembourser, typiquement des prefs à 2x ou à 2,5x, les investisseurs historiques de la boîte, donc les fonds de venture capital, auraient dû prévenir les fondateurs sur la dangerosité de ça. Sauf qu'au lieu de faire ça, ils se sont dit bah, c'est cool, je vais avoir une licorne dans mon portefeuille. Et ça, c'est vraiment pas cool. Parce que non seulement tu as les funders qui sont arrachés pendant des années pour monter leur truc, mais tu as surtout tous leurs employés qui vont être écrasés par ce chèque, en fait, et qui vont littéralement perdre tout ce pourquoi ils ont travaillé. Et ça, je mets un point d'attention particulier, c'est que vous, quand vous voulez investir dans des boîtes de tech, ce que vous voyez sur les plateformes, ça peut être des actions common qui valent 0 à cause du mécanisme qu'on vient d'expliquer. Et sur des plateformes françaises et américaines, j'en vois tous les jours. C'est des boîtes que je connais. Je sais qui sont les vendeurs parce que c'est un tout petit milieu. Donc les mecs nous ont en général appelés. On a refusé de prendre le dossier parce qu'on sait que ça vaut rien. Et ensuite, on voit ces actions-là sur des marchés qu'on appelle retail, où des gens comme toi et moi peuvent acheter des actions avec très peu d'infos, des discours très marketing. Investissez dans cette startup qui met des satellites dans l'espace. En fait, la boîte vaut rien. Donc, soyez très prudents quand vous voyez ce genre d'opportunité, parce qu'il y en a beaucoup. Et alors, on va revenir là-dessus, parce qu'il y a eu des soucis de légalité aussi là-dedans. Moi, j'ai reçu Nicolas Collin qui m'expliquait les histoires de The Family, d'Oussama Ammar, choses comme ça, sur des investissements faits dans des boîtes au Caïman qui elles-mêmes n'ont pas investi. Donc il y a eu des condamnations au Caïman, en Angleterre, en France pas encore. Caïman, Angleterre. C'est marrant parce que moi je travaillais pour The Family à cette époque-là. Okay. Et je travaillais sur la partie structuration de ces fonds. Okay. C'est comme ça que j'ai découvert le secondaire. D'accord. C'est une belle école. C'est une belle école. Du coup, on doit te faire confiance ou... Justement, c'est quand tu vois ça. Alors, je raconterai pas mon histoire personnelle chez The Family parce que je suis resté très peu, mais moi, je venais de la banque Large Cap à la base. Je suis arrivé chez The Family. En gros, 8 mois plus tard, je suis parti parce que c'était un peu le foutoir. Et puis, c'était juste au moment où Sama a fait ses petites magouilles, ses trucs. Mais oui, c'est une bonne école parce que tu vois direct le pire. Donc tu te dis, ok, faut pas faire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on fait pas de véhicules. On n'investit pas l'argent des gens. Nous, on price, on structure des deals. On travaille pour les vendeurs et on trouve des actionnaires institutionnels ou des banques privées qui vont aller distribuer ces actions-là. Mais nous, en aucun cas, on fait rentrer des investisseurs retail dans des véhicules pour investir l'argent pour leur compte. On fait pas ça du tout. Ok. Après, donc ceux qui vendent ces actions, et c'est là où on va vous dire de faire attention et de vous renseigner, si ce sont des ordinaires et des choses comme ça, finalement, je pourrais déjà me dire une chose, mais c'est quoi, Pierre, en fait, je m'en fous. Moi, je vais les acheter, et je vais les revendre. Il y aura peut-être un pigeon qui me les rachètera aussi. Je prends le risque à un moment au milieu. Mais finalement, si je les achète sur toutes ces plateformes, finalement, il y a un moment, tu te dis, bon, bah, j'achète, je revends, entre pigeons, on se comprend. Non, mais tu vois, c'est un peu comme des shitcoins ou des choses comme ça, tu vois, en crypto. Il y a des trucs qui n'ont absolument aucune valeur. Puis si je l'achète au bon moment, je peux la revendre 2 fois le prix. C'est possible. Ouais, c'est possible. Sauf que à une petite nuance près, c'est que la liquidité sur ces plateformes existe que quand tu achètes. Okay. C'est-à-dire que si tu veux revendre tes actions derrière, que tu les mets sur la plateforme, il n'y a personne qui va te les racheter. En fait, c'est une opportunité qui va être marketée à un instant T, mais c'est pas un marché qui est liquide. La deuxième chose, c'est que quand tu achètes en secondaire, je pense que le max que tu puisses faire, en tout cas que moi j'ai vu, c'est ceux qui avaient acheté du Revolut à 5 milliards, aujourd'hui ça vaut 45, donc un peu moins de x10. T'en avais quelques-uns sur Crowdcube à l'époque qui avaient acheté du Revolut à 200 millions de valeur. Je cherchais tout à l'heure. Crowdcube, ils avaient acheté à 200 millions de valeur, je crois, et donc du coup ils ont fait un multiple de malade.
Ceci étant dit, si tu compares avec les shitcoins, ton shitcoin, tu l'achètes, tu le revends direct. Il n'y a pas de souci. Et puis, l'upside que tu peux faire si ça marche, il est de 1000. Et puis aussi, quand tu achètes une meme coin, tu sais que c'est une connerie. Quand tu achètes une action d'une boîte sur une plateforme, tu as l'impression de faire un investissement sérieux. Alors c'est assez anxiogène tout ce qu'on dit parce qu'on se dit waouh, mais alors donc du coup c'est pas bien, c'est tout pourri ce dont il parle. Donc on va y venir un peu sur les opportunités, etc. Mais avant d'arriver là-dessus, j'aimerais quand même. Il y a des deals sur lesquels, sur des levées de fonds, tu as quand même les founders, il y en a eu plusieurs, hein, qui prennent un paquet de pognon, qui vendent au passage un peu. J'imagine que le dindon de la farce par moment, c'est quand même l'employé, non, de la start-up. Ouais, clairement. Qui se fait bien bananer. Il y en a beaucoup qui se sont fait bananer. S'il y a des employés de start-up qui nous écoutent, faites très attention quand vous exercez vos options. J'y reviendrai juste après. En 2021, qui était une année particulière parce que pleine de cash et tout le monde voulait investir dans la tech, tu as eu des fondateurs de boîtes qui sont sortis avec des millions. C'est-à-dire qu'on leur a racheté, pendant les levées de fonds des sociétés, on leur a racheté pour 10, 15, 20 millions de leurs actions. Et donc, ils sont partis avec les poches pleines. C'est pas la majorité, évidemment. C'était beaucoup aux US que ça s'est passé. On a quelques cas en France et quelques cas en Europe, mais ça reste quand même vraiment tout petit. Et en général, c'est pas eux qui l'ont demandé. En général, on leur a mis un chèque sur la table et ils ont dit « Ok, bon bah vas-y, c'est parti. » Oui, vas-y, 40 millions, je prends. Ouais, voilà, exactement. Genre, et puis, qui refuserait ça, en réalité ? Surtout quand tu as des fondateurs qui viennent pas de grosses familles, tu as ça sur la table, tu te dis bon, je le prends. Et c'est vrai que les employés n'ont pas eu cette chance. Donc tu as beaucoup d'employés de boîtes comme ça qui se retrouvent vraiment avec des actions qui valent malheureusement pas grand-chose. Et ils sont pas forcément au courant. Alors qu'est-ce que tu leur dis à ceux-là tu dis quand ils exercent leurs options? Alors, j'ai eu le cas récemment. Je vais dire le nom parce que je trouve ça tellement scandaleux que... Voilà. Allez, Yalla. Yalla. J'ai eu un coup de fil d'un pote d'école de commerce il y a 6 mois qui m'appelle et qui me dit « Ma nana bossait chez Doctolib en 2020 et aujourd'hui elle part pour aller faire autre chose et elle a des BSPCE. » Donc des BSPCE, c'est quoi? C'est une option. Donc c'est un droit d'acheter des actions à un certain prix. C'est le stock option version française un peu. Exactement. Donc typiquement, c'est comme si c'est juste un droit d'acheter des actions. C'est pas avoir des actions gratuites parce que tu les payes. C'est un droit d'acheter des actions. C'est comme si je te disais, j'ai un appart dans le Marais à 10 000 du mètre alors que ça vaut 13. Bah, je te donne le droit, je te donne un coupon qui t'autorise à acheter cet appart 10 000 du mètre. Ok. Voilà. Go, j'y vais, direct. Si demain le marché dit que l'appart vaut 20, bah, tu peux quand même l'acheter à 10. En revanche, si demain l'immeuble est insalubre et que l'appart vaut 0, ton coupon il te permet juste d'acheter l'appart à 10 000 du mètre. Oui, donc je l'achèterai pas. Si tu sais que l'immeuble est insalubre. Oui. Si tu le sais pas et que tu l'achètes à 10 000 et que tu as dépensé 10 000 du mètre pour un truc qui vaut 0. Tu vas me dire que Doctolib est insalubre? Je dis pas que Doctolib est insalubre, évidemment, parce que c'est une boîte qui est phénoménale, qui fait plusieurs centaines de millions de revenus. Mais il suffit qu'ils aient pris un fonds, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a dit je prends 2 x 5 et toi, ton action à 10 000. Exactement. Donc, elle avait, je lui ai dit, ce qui est vraiment dérangeant dans le discours que j'ai eu avec mon pote, c'est que je lui dis, bon, ta nana, elle est rentrée quand? 2020. Ok. Ses options, elle strike à combien? Je sais pas. Ah. Sur quel valo elle a le droit d'acheter des actions de Doctolib? Bah, elle sait pas. Ok. Doctolib, ça fait combien de chiffre d'affaires? Ah, ils donnent pas énormément de détails sur le chiffre d'affaires à leurs employés. Mais on sait que ce sera 1 milliard de chiffre d'affaires, genre en 2028. Et donc, la nana était en train de se dire, je vais aller prendre un chrome à la banque de 75 000 balles pour acheter des actions. Je sais pas à quel prix. Je sais pas quel chiffre d'affaires fait la boîte. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Juste sur un discours de c'est Doctolib, c'est stylé, on va faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Mais donc, quand j'ai regardé son truc, j'ai dit ok, donc elle a eu les BSPCE en 2021, donc à la valo de 4 milliards, je crois, ou 5. Voilà. Si vous avez des options sur une boîte qui vous permet d'acheter des actions à 5 milliards, il faut, pour que ce soit intéressant pour vous,
que la boîte vale plus que 5 milliards. Je vous invite à regarder les boîtes cotées qui valent plus de 5 milliards. Il n'y en a pas beaucoup, déjà. Les boîtes de tech, il y en a encore moins. Donc, on est en train littéralement de dire à quelqu'un, tu pars, donc tes options vont disparaître. Endette-toi pour les transformer en actions, alors que les gars n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Parce que 50 000 balles, pour des gens qui n'ont pas fondé de boîte, qui n'ont pas une famille blindée, etc., c'est un apport pour un appart familial. Ça peut détruire la vie de quelqu'un. Et ça, c'est scandaleux que certaines boîtes françaises, alors peut-être que cette personne a fait aucun effort et n'a pas essayé de creuser plus que ça, mais la plupart des employés qu'on rencontre n'ont aucune idée du mécanisme des BSPCE qu'on leur file, aucune idée des chiffres sous-jacents de la boîte, aucune idée de combien ça vaut, aucune idée de comment les revendre derrière. En revanche, on leur explique que ouais, tu peux t'endetter pour convertir. Et ça, c'est abusé. Sachant qu'eux, ils ont évidemment en BSPCE des actions ordinaires. Exactement. Ouais. Voilà. On va pas leur filer du catégorie D ou des trucs comme ça, des trucs avec un petit peu de premium, quoi. Ok, alors après, c'est pareil. Tu vois, il y a là, tu te dis, moi, je l'achète, je prends mes options, puis je vais la revendre en secondaire, non ? Alors, à des gens qui comprennent pas, et puis voilà. Bon. Mais si déjà tu as du mal à comprendre à combien tu achètes et comment tu strikes une option, je doute fort que tu t'alloues énormément de temps à essayer de revendre en secondaire tes actions. Sachant que si tu les revends en secondaire parce que toi, tu t'es fait avoir, comme tu disais tout à l'heure, c'est entre pigeons, ça veut dire que tu t'es levé pigeon, mais tu deviens bourreau. Est-ce que tu as vraiment envie de passer la patate chaude à quelqu'un ? Ouais, surtout que on va dire que dans la hiérarchie de l'humanité, ou plus même des animaux, les pigeons finissent rarement lions, quoi. Enfin, tu ne transformes pas toujours très bien dans ta vie, quoi. Ok. C'est de la responsabilité des fondateurs et des fonds déjà d'expliquer ça à leurs employés comme il faut, et surtout on parlait tout à l'heure de l'equity story. Il y a des moments où quand tu rémunères des gens avec des options sur la valorisation de ta boîte, déontologiquement, tu te dois de te dire le marché a changé, ma boîte croît moins qu'avant, peut-être que je ne vaux pas la valorisation d'avant. C'est ton taf de venir dire que ça vaut moins. Il y a un truc qui manque finalement en Europe, parce que j'ai quand même pas mal... Alors je voudrais quand même revenir en France. Moi, je connais des boîtes, je vais le dire en bien d'ailleurs, mais je connais des employés de Conto, pour les citer, qui par ailleurs est un de mes sponsors, mais peu importe, je le dis pas parce que c'est le cas. Des gens qui ne sont pas cofondateurs, qui sont partis avec des millions. Hein, et il y en a quand même quelques boîtes françaises qui ont permis des liquidités assez astronomiques à leurs employés. La difficulté qu'on a en France, c'est que il n'y a pas encore de boîte tech comme ça, digitale, cotée. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le rêve sur lequel on vit tous dans ce marché, c'est de se dire, je sais pas, moi, ma femme est allée chez Facebook, elle bosse chez Facebook depuis... Est-ce que c'était avant la cotation ou juste après, je sais plus. Bon, tu vas avoir des Google, du Tesla, des choses comme ça. Donc là, ça part dans l'espace. T'as plein de liquidités et c'est cool, quoi. Et donc, ça devient liquide. Tu passes d'un marché not so liquide à liquide et voilà. Là-dessus, en France, en Europe, il y en a pas de boîtes comme ça. Revolut, ils sont liquides ? Non. Ils sont cotés, pardon ? Non. Pas encore. C'est marrant, j'ai pris les chiffres là. On regardait ça au bureau hier avec ChatGPT. Sur les 10 dernières années, en tech IPO. Donc tech IPO, c'est toutes les boîtes de tech qui sont cotées. Typiquement, EDF, c'est clairement pas une boîte de tech. Okay. Donc toutes les boîtes industrielles qui sont cotées en bourse en Europe, on les a pas pris dedans. Là, c'est que les boîtes de tech. Donc les fintech, les softwares, et on a sorti les biotech, parce que les biotech, c'est le médical... c'est la loterie, un peu. C'est un peu la loterie, puis c'est un marché qu'on connaît pas, mais qui est pour le coup très présent dans l'écosystème coté, boîte publique. Sur les 10 dernières années, 2015-2025, il y a eu, selon les sources, entre 600 et 800 tech IPO dans toute l'Europe. 600 à 800 introductions en bourse de boîtes tech. De boîtes tech, avec l'Angleterre aussi. Donc là, tu as l'Angleterre, la Suisse, la Norvège, la Suède, tu as même l'Estonie, et la France, l'Allemagne. Si tu enlèves
2021, l'année folle, t'en as plus que 60. Donc, en 10 ans, donc en 9 ans, t'as eu 60 boîtes dans toute l'Europe qui sont cotées en bourse. Et si tu regardes que les boîtes qui valent plus d'1 milliard, t'en as moins de 10. Donc aujourd'hui, en France, on a 30 licornes. 30 boîtes qui valent plus d'1 milliard sur le marché privé, décidées par des fonds, quand le marché des 10 dernières années a créé publiquement seulement 10 boîtes sur toute l'Europe. Et t'en as 150 privées en Europe. Donc, je vous invite à, lorsque vous regardez une opportunité sur une plateforme ou quand vous voulez racheter, convertir vos BSPCE en actions, je vous invite à vous poser la question de se dire, est-ce que cette boîte va faire partie de la boîte par an en average qui va sortir en bourse à plus d'1 milliard? Donc, est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que je pense que le marché va juste exploser et qu'en fait, il n'y aura plus une IPO par an en moyenne, mais plutôt 5 ou 6? Ou est-ce que en fait, c'est peut-être un peu trop cher? Moi, j'ai pas d'avis sur les trois. C'était la troisième chose que je voulais dire après le waterfall et ce qu'on a vu avant, c'est quoi ton exit quand tu achètes? Comment tu sors? Est-ce que tu penses que la boîte va se faire racheter? Est-ce que la boîte va faire une IPO? Il faut avoir une conviction sur l'exit. Un horizon de temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et comment tu sors? Est-ce que je revendrai mes actions sur une plateforme? C'est quoi les risques de ça? Est-ce que je pense que la boîte va se faire racheter? Pourquoi je pense qu'elle va se faire acheter? Est-ce que j'ai une connaissance dans le secteur particulière? Est-ce que j'ai entendu quand je prenais un café Ça, c'est le truc un peu. Ouais. Il y a des choses là, sur ces marchés que tu peux un peu plus... si t'es un peu bien placé, que tu peux savoir, quoi. Ouais. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Sur un investissement qu'on a fait avec David, où on avait une connaissance du secondaire pure et parfaite. La boîte des amplis, Marshall, on savait qu'il y avait 2 fonds qui étaient en train de regarder pour racheter Marshall, une valo au-dessus d'1 milliard. En Suède, il y avait une plateforme qui s'appelle Pareto, qui permettait à des gens comme toi et moi d'acheter des actions publiques et privées sur le marché secondaire. Et il y avait des actions de Marshall à une valo à 300 millions. Enfin, parce qu'ils nous ont filé assez d'infos, je reviens sur le principe de l'information. Donc on savait que les actions étaient à 350 couronnes suédoises. Ça faisait une valorisation de la boîte grosso modo autour de 300 millions de dollars. Donc on a acheté des actions et 8 mois plus tard, la boîte s'est fait acheter 1,2 milliard. On a fait un gros multiple en 8 mois. J'en fois 4 presque. Fois 4 presque. Mais ça, on le savait. Alors déjà, c'est un truc exceptionnel. Hein. Ça arrive qu'une fois tous les 5 ou 6 ans. Mais on savait quel était l'exit. On avait ce qu'on appelle une insider information, ce qui est légal sur le marché privé. Ce que j'allais dire, c'est sur le marché public, donc dans le côté, c'est ce que tu appelles du délit d'initié. C'est sur du pénal. Côté, ouais. C'est du pénal. Sur le marché privé, typiquement, une boîte privée qui se fait racheter par une autre boîte privée, il n'y a pas de délit d'initié. Parce que t'as pas une information qui te donne un avantage par rapport à d'autres gens, aux autres qui sont aussi du grand public potentiellement ou pas initiés. Là, t'es entre initiés, normalement. T'es entre initiés et puis entre connaisseurs. Exactement. Le délit d'initié, c'est vraiment le marché public est un marché transparent où tout le monde doit être égaux sur les informations. D'où toutes les obligations que tu dois donner dans le cas dans la bourse, etc. Exactement. Si on avait fait ça, si on avait eu l'information que la boîte allait se faire racheter, on aurait été sur les insider lists, si on était sur les marchés cotés, qui t'interdit de faire quoi que ce soit sur le titre. Et faites très attention à ça aussi, par ailleurs. Et si on l'avait fait, c'était du pénal direct. Donc, nous, on bosse dans la finance, on ferait jamais ça. En revanche, sur le marché privé, la boîte aurait pu ne pas se faire racheter. Hein, parce qu'un deal... je te confirme. T'as 20% de chance qu'il n'aille pas au bout. Donc, nous, c'était un pari où on s'est dit, potentiellement, elle va se faire acheter. Il y a des actions qui sont moins chères, on les rachète. Il s'avère que la boîte s'est fait racheter. Mais on avait une vision sur l'exit. Si tu veux investir dans une boîte de tech, avec les moyens que tu as, 5 000, 10 000, pourquoi pas 1 million, pour les gens qui nous écoutent, ayez toujours une vision sur l'exit. De comment vous allez sortir. C'est ultra, ultra important. Si vous n'êtes pas dans la capacité de savoir, ne serait-ce que d'avoir une idée, une opinion, parce que en fait, il faut se faire confiance. Je veux dire, si tu peux pas répondre à cette question,
Genre, je veux acheter du Conto sur CrowdCube parce qu'ils en ont fait. Pourquoi tu achètes du Conto? Parce que tu es utilisateur du produit, ça peut être une très bonne raison. Ça te fait marrer d'en acheter et tu es content d'avoir tes shares de Conto. Donc c'est un achat émotionnel, mais très bien. Ouais, faut quand même savoir si tu fais ça, justement, parce qu'ils ont dû faire une levée en 2021, et moi je sais pas qui est rentré, et est-ce qu'ils ont tu vois, une clause qui leur dit je fais 2 fois 2,5, parce que en effet, là, ton prix d'action, il devrait être quasiment divisé par 2,5 en vrai. Hein. Ouais, carrément. Voire plus. Voire plus. Mais pour Conto, je sais voire pas. 1000. Voire 1000. Je sais que la boîte va très bien, ceci dit. Non, mais voilà. Non, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant là-dessus, pardon, une fois que tu as compris ça, nous, on avait fait un deal, et c'était une des choses qui nous avait vachement calmé avec Fairshares, et on avait fait plusieurs petits deals, mais certains étaient plus des tests qu'on faisait entre nous avec quelques personnes autour, qui avaient plus ou moins bien marché. Et puis à un moment, on a sorti un deal sur Cityscoot. Je sais pas ce que je peux dire maintenant, disclose. Bon, peu importe, j'imagine que de toute façon la boîte elle est au tapis, je crois. Ah bah ouais, non, mais tu peux y aller. Et sur Cityscoot, en gros, la dernière valo était à 120 millions. Ouais. Et nous, on vendait à, de mémoire, mais quelque chose comme 80 millions. Et la dernière valo, elle avait moins d'1 an. Quoi. On parle d'un truc où donc, tout le monde s'est dit la belle affaire. En fait, j'ai un gros discount. Et nous, on n'arrêtait pas de rappeler, et d'ailleurs Bertrand Fleurose et Bertrand Altmaier, qui étaient à la tête, nous le disaient aussi. Non, les gars, en fait, on ne parlait pas de discount. C'est des actions ordinaires. Les ozos qui ont acheté à 120 millions, ils vont vous bouffer si jamais ça descend. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est descendu. Pour aller au tapis, mais à un moment, ils ont proposé de racheter des actions, etc. Bon, tout ça pour dire qu'en revanche, faut quand même voir le schéma inverse. C'est que si tu achètes à 80 millions et que la boîte est vendue 200 ou 300, toi, tu vas gagner plus quand même que ceux qui sont arrivés à 120. Parce que tu as eu, là, dans le cas où ça monte, tu as un discount. Dans le cas où ça descend, tu as 0. Tu as 0. Mais on a parlé beaucoup de choses négatives. Oui, c'est pour ça que je voudrais rentrer dans ce côté positif. Si ça monte, et qu'est-ce qui peut se passer? Là, tu m'as montré aussi un truc. On n'a pas tous des infos insider aussi. Ouais. Comment je fais pour bien arbitrer dans tout ça? Donc, pour bien arbitrer dans tout ça, toujours faire attention au niveau d'information que tu vas avoir. Le moins tu as d'infos sur un deal, le moins il faut aller dessus. C'est-à-dire qu'il faut se faire un peu confiance. Je parlais de l'exit tout à l'heure, mais avoir peut-être une connaissance des chiffres, connaître aussi ce que tu achètes comme action. Parce que perdre de l'argent en connaissance de cause, j'achète du Cityscoot, je sais que je suis en bas du waterfall, mais j'y crois parce que je pense que ça va se faire acheter par Uber. Bah, tu t'es gouré, t'as perdu ton fric. Bah oui, mais t'as joué, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. Ouais. Puis si t'es pas trop mal diversifié, en réalité, sur tout ton portefeuille, tu vas te retrouver avec un truc positif. Sachant que ce qui est magique dans le secondaire, c'est les discounts, du coup. Donc acheter pas cher, en tout cas acheter moins cher, sur des boîtes qui ont des potentiels exceptionnels. Voilà. Donc Cityscoot, c'est un mauvais exemple parce que la boîte est... Et il y en aura plein, il y en a plein, ouais. Et il y en a plein des comme ça. Mais j'ai un de mes clients qui s'appelle Julien Lemoine, qui est le fondateur d'Algolia. Ouais. Qui me disait, à l'époque où je montais notre Soliquid avec David, on cherchait à essayer de trouver un remplacement au BSPCE. C'est un truc... on est passé par plein de phases. Hein. Et je me rappelle, j'ai eu la discussion avec Julien où je disais, ouais, on va créer un truc où en fait, tu prends une partie du chiffre d'affaires quand t'es employé, enfin un truc de débile. Et Julien m'a dit, je pense que tu te rends pas compte à quel point les BSPCE, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup d'employés d'Algolia qui sont devenus millionnaires grâce au BSPCE. Et ça a été le cas aussi pour Conto, c'est le cas pour Evolute, c'est le cas pour énormément de boîtes. Les BSPCE et les actions de boîtes de tech, les mecs qui ont acheté du Facebook sur le marché secondaire avant que ce soit coté, j'en connais. Les mecs, ils ont fait des x50, x60. Donc, quand c'est bien fait, avec une conviction, une connaissance du marché, bien diversifiée, tu peux faire des multiples de malades. Ouais, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en effet, tu parles de Facebook qui a valu, en tout cas, plus de 1000 milliards par moment, ou des choses comme ça. Des boîtes en France tech qui valent plus de 100 milliards, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Donc, ton potentiel de x100, en tout cas, une fois que tu as passé ou que tu t'approches du milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, on est généralement dans les licornes françaises, c'est entre 1 et 5, on va dire. Ouais. Quoi. Ton potentiel de x10, il est néant presque. Il est inexistant. Il est inexistant. Par chance, peut-être, hein, tu peux dire à un moment, Doctolib va bouffer l'Europe, Conto va, je sais pas quoi, à la fois ils grandissent dans plein de pays, etc. Tu peux y croire. Hein. Mais quand tu vois la valo de certaines banques, pourquoi pas. Mais en l'occurrence, il est quand même proche de 0, voire à 0. Voire 0. Après, il faut toujours voir la capacité de la boîte à aller chercher de l'upside. Alors, j'utilise beaucoup de mots franglais, je m'excuse, mais typiquement, quand tu regardes le business de la boîte, Conto, c'est un bon exemple. Conto, c'est une banque pour les entreprises. Où est-ce que Conto peut aller chercher plus de croissance? En allant dans d'autres pays? Est-ce que les boîtes, les PME vont toujours avoir besoin d'un compte en banque? Oui. Est-ce que le nombre de PME grossit en Europe? Oui. Est-ce que Conto a la capacité d'aller chercher des contrats en Espagne, en Allemagne? Mais là, ils ont racheté une boîte en Allemagne, il me semble. C'est quoi sa capacité de croître? Est-ce que je pense que Conto peut aller faire 2-3 milliards de chiffre d'affaires avec un résultat impressionnant? Si j'y crois, pourquoi pas? Est-ce que les banques traditionnelles, les concurrents traditionnels sont forts? Non. Enfin, c'est aussi un peu ça. C'est comme Tesla, en fait, quelque part. Hein, je veux dire, tu remarques que 4, 5, 6 ans après, même l'explosion de Tesla en bourse en 2020, je veux dire, il n'y a pas un concurrent européen qui a rattrapé Tesla en termes de qualité de véhicule électrique. Aucun. Mais d'ailleurs, Tesla, au tout début, il y a eu du secondaire sur le marché privé avant que ce soit coté en bourse. Il y avait beaucoup de gens qui disaient... Samama, on a vendu, non? Non. Non, t'en as vendu, toi? Non, j'en ai pas vendu, mais j'ai rencontré des gens aux US. SpaceX. C'était SpaceX. J'ai rencontré des gens aux US qui sont... Parce qu'en fait, le secondaire tech aux US, ça fait des années que ça existe, des dizaines d'années. Et du coup, on parle beaucoup avec des gens qui font ce qu'on fait aux US et qui ont 60 ans et qui te disent à l'époque, on vendait des shares de telle boîte ou telle boîte. Donc, c'est assez marrant. Mais Tesla, tu avais des gens qui disaient, c'est un four à cash. Le mec veut créer une marque de bagnole. Il a vendu PayPal. Il croit qu'il peut venir casser General Motors. Le mec a un ego surdimensionné, ça va planter. Et tu as d'autres gens qui se sont dit, le marché de la voiture électrique, il est infini. Ce mec est assez timbré pour aller révolutionner le monde de l'automobile, monde qui n'a pas été révolutionné depuis des années. C'est le moment, on y va. Si vous avez cette conviction, vous avez arrivé à rationaliser votre retour sur investissement par rapport au prix auquel vous achetez. Ça nécessite d'avoir, du coup, je leur dis encore, assez d'informations pour savoir ce que tu achètes, à quel prix. Tu peux faire des super coups. C'est ce qui est intéressant là-dessus, c'est que voilà, on va venir sur la beauté du secondaire vraiment dans toute sa splendeur. C'est vraiment que, notamment quand tu as des gens comme Elon Musk qui fait des signes nazis, il me débecte sous plein d'égards, hein, soyons très clairs, mais des mecs exceptionnels comme ça, littéralement, c'est une exception, tu vois, qui savent délivrer des choses comme ça. Et à un moment, tu dis, attends, la personne, cette femme, cet homme, a déjà prouvé par le passé. Et là, il va sur un marché adressable qui est énorme, et j'y crois. On va être peut-être beaucoup à y croire. À la fin, les chances que ça arrive, elles sont là. Ce que tu fais, en revanche, et j'imagine que ces personnes n'ont pas fait ça, c'est que tu te mets pas all-in, quoi. Tu vas prendre 10% de ton cash, et puis tu vas les mettre là-dessus en te disant, bon, si ça part, ça va dans l'espace. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que quand on parle de secondaire et de boîte de tech, il y a ce côté très secret. Genre, il n'y a que les fonds d'investissement qui peuvent investir dans cette boîte. La boîte vaut plusieurs milliards. Il y a ce côté un peu club privé, un peu shady, où si un jour tu as l'opportunité d'investir dedans, tu vas te dire vas-y, j'y vais, je mets tout, quoi. Ou alors je mets une grosse partie. Ouais. Mais en fait, ça reste des investissements ultra, ultra exotiques. Donc ça doit représenter une toute petite partie du capital que tu peux investir. Et surtout que ces boîtes de tech dans lesquelles tu as vraiment, qui sont super sexy, c'est qu'elles sont déjà connues et généralement la valeur a déjà été prise, quoi. Exactement. Souvent. Mais si tu as une capacité secondaire, ce qui est ouf, c'est quand tu travailles un peu le marché, même tout seul, et tu peux le faire avec, franchement, tu peux le faire avec 10 000 balles. Si tu travailles un peu le marché, qu'il y a des boîtes que tu trouves vraiment cool, où tu te dis, putain, cette boîte, c'est ouf, je sais pas, tu bosses chez BNP, et puis tu as
un service provider d'un software qui vient de signer BNP comme client et tu te dis mais attends, le produit est ouf, si le mec il signe toutes les banques demain en fait ça va exploser. C'est assez facile de regarder déjà s'il n'y a pas des clubs d'invest qui vendent ces actions-là pour en acheter. Pourquoi pas se rapprocher de la boîte ou des employés pour leur acheter leurs actions. Enfin, c'est vraiment un métier d'initié presque comme de l'immobilier marchand de biens. Mais si tu arrives à choper des actions en disant à un mec un peu distress bon, vas-y, je te rachète à temps, etc., et que tu arrives à le faire, mais tu peux faire des multiples de fous furieux. Vraiment. Et voilà. Et donc, et c'est pour finir, c'est là où ce marché est chaud bouillant, c'est qu'on est aussi quand même, alors, en fin de cycle pour beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés dans plein de ces boîtes-là, en 2015, en 2017, en 2019, en 2021 pour certains, soit qui ont besoin de cash, soit juste, leur fonds va devoir se renouveler. Et il va y avoir, dans beaucoup de ces boîtes, un brassage, une rotation des fonds d'investissement. L'argent va circuler. Ouais. Donc, il va y avoir des markups, des prix qui vont arriver sur le marché. Si vous avez bien compris, vous avez bien noté, si vous n'avez pas compris, vous réécoutez cet épisode, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il va y avoir quand même des belles opportunités à faire. Et potentiellement, pas que sur de l'action ordinaire, il peut y avoir des séries B, séries C, des gens qui veulent vendre. La question, c'est est-ce que c'est retailisé ? Est-ce que moi, je peux y avoir accès ? Comment j'ai accès à ça ? Parce qu'il faut qu'on arrive au bout de cet épisode. Je pourrais y durer des heures, mais par Not So Liquid ou autrement. Toi, chez Bryan Garnier je peux acheter que si je suis un gros et que j'ai beaucoup d'argent, non ? Ouais, exactement. Combien ? Nous, on fait pas d'investisseurs retail tout court, même des mecs qui peuvent mettre 10 millions. Ça arrive, mais on n'a pas le droit de le faire parce qu'on est régulé par la SEC et par l'AMF et du coup, on n'a pas cet agrément qui nous permet de faire du retail. Si j'arrive avec un club deal, je fais un round table avec 40 personnes, un SPV, je peux venir ? Ouais, exactement. Okay. Donc, on a des partenaires, et je te donnerai les liens évidemment, qui ont des club deals sur Roundtable, notamment sur Vauban, et qui analysent les opportunités qu'on envoie. Parce que je le répète, nous, on structure des opportunités, on est capable de faire un prix, mais les personnes qui sont en face de nous sont des investisseurs. Donc, en plus de toutes les informations qu'on leur donne, eux, ils font le prix. Et on a quelques personnes autour de nous qui ont des clubs d'investisseurs qui permettent à des gens d'investir à partir de 100 000 ou 10 000 euros, qui sont des gens avec qui on travaille depuis des années et qui savent, ou en tout cas nous on sait qu'ils savent étudier une opportunité et qui balancent pas n'importe quoi sur la plateforme. Ok. Ça, je te donnerai les liens. Ok, je pourrais les mettre dans le descriptif de l'épisode. Ok, trop bien. Pierre, la prochaine fois que tu veux voir un Marshall qui passe, tu me le dis, et puis moi je ferai un roundtable avec toi, on le fera ensemble. Hein, on ouvrira ça. Je t'ai appelé, mais tu m'as pas répondu. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Ah, ça aurait complètement pu être possible, hein, donc merde. Très bien. D'autres points qu'on n'a pas abordés, des infos intéressantes avant de laisser nos auditeurs, non, je pense qu'on a fait le tour. Un beau tour là. On a fait un peu le tour. J'ai nos CT, j'ai des super shorts pour nos réseaux sociaux, je suis très content quoi. Voilà, il y a plein de boîtes. Moi, je voudrais juste redire un truc parce que j'ai entendu un truc de plein d'employés qui se sont sentis vraiment trahis. Et ça a été peut-être le cas dans certains endroits, mais les BSPCE, c'est aussi pareil. Les stocks, tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. Ouais. Il y a des patrons et des patronnes qui ont fait n'importe quoi et qui ont arnaqué un peu les gens. Mais en effet, quand tu rentres dans une start-up, souvent, tu bosses beaucoup, t'es payé pas tant que ça. Et t'as en échange des actions. Et que il y a beaucoup de chances que ces actions vaillent rien. Tu rêves avec tes fondateurs et t'arrives au bout. Mais donc, il y a un petit peu, je trouve, au bout, entre 2015 et 2020, c'était vraiment l'embellie. De 2020 à 2025, c'est un peu le bout du truc où plein de gens disent non, mais je me suis vraiment fait avoir, tu vois. En fait, non, t'as joué, t'as perdu. Quoi, alors, ça dépend comment tu t'es fait avoir. Si tes fondateurs t'ont dit ça vaut 1 milliard, t'inquiète, que toi t'as acheté 1 milliard, enfin t'as exercé tes BSPCE 1 milliard, et qu'en fait tu te rends compte que ça vaut pas ça du tout et que les mecs sont au courant parce qu'ils sont pas complètement débiles, là tu t'es fait avoir. En revanche, le gars qui te file des BSPCE au tout début de la boîte, qui dit mec, on va tout péter, et t'y crois et t'y vas à fond, puis la boîte se plante, je veux dire, ça arrive, mais t'as appris des trucs. En fait, le sujet, c'est quand tu perds en connaissance de cause, t'as quand même une leçon, parce que tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais pourquoi t'as perdu,
Donc c'est un learning. Quand on te donne des fausses informations et que tu perds, t'as 0 leçon et t'as plus d'argent. Demandez un max d'infos si vous êtes dans ces boîtes-là ou si vous êtes en dehors et que vous voulez rentrer. Faites attention à la catégorie de vos actions. Demandez quels sont les deals des dernières séries, donc des derniers investisseurs. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent avoir des retours x2, x3, x machin. Et puis après, faites bien vos choix. Essayez d'avoir un maximum d'informations de l'intérieur. Et ça peut être un très très beau marché, c'est ce qu'on se dit. Ouais, surtout quand vous êtes embauché dans une boîte aujourd'hui et qu'on vous met dans votre package des BSPCE. Faites attention, posez les bonnes questions. Ça peut être un super truc. Mais posez les bonnes questions. Savoir ce que vous allez recevoir, à quel prix, etc. Sachant que ça part généralement d'une bonne intention. Souvent, Évidemment. C'est du partage de valeur. Ouais, exactement. PHL, Pierre-Henri Leroy, Pierre Leroy, avec un Y Leroy. Je vais mettre le lien, évidemment. On te suit sur LinkedIn. Ouais. Ailleurs, X ou Non, j'ai que LinkedIn, okay. J'ai ni Instagram ni Twitter. Ok, Not So Liquid, on peut vous écrire si on veut faire des deals avec vous, s'il y a des gens, comment Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, okay. Directement. Et pareil, on fait beaucoup ça avec David. Si vous êtes employé ou si vous êtes des groupes d'employés de boîtes, que vous vous posez ce genre de questions, écrivez-nous sur LinkedIn. Nous, on prend pas de fees aux employés. Là, récemment, on a aidé un mec à sortir 60 000 balles à un autre investisseur de la Captable. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Nous, on est toujours ravis d'aider les gens, okay. Surtout dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez nous écrire sur LinkedIn que vous ayez 10 000 euros de BSPCE ou 5 millions, on s'en fout. Si vous le dites que vous venez de ma part, et puis c'est gratuit, donc ouais. Vous n'aurez pas de discount, mais, exactement. Mais voilà. Mais on s'appellera et on mettra un playbook ensemble pour que vous puissiez sortir. On en discutera avec grand plaisir. Ouais. Ok. Extra. T'as une martingale à toi, un petit péché mignon d'investissement, un petit truc qui te plaît, qui te fait kiffer en dehors du secondaire? Ouais, moi, j'investis en bourse un peu. Ok. Vous savez, en gros, quand on valorise des boîtes de tech privées, on utilise l'équivalent coté en face. Alors typiquement, je sais pas, PayFit, boîte de compta privée, bah, je regarde l'équivalent de PayFit qui a déjà fait une IPO. Par exemple, ça traite à 5 fois de chiffre d'affaires. En général, on en prend plusieurs. On en prend une dizaine partout dans le monde. Et on regarde, on fait la moyenne de tout ça et on regarde le multiple. En général, quand je fais ça, sur les boîtes que j'ai, t'en as toujours une ou deux qui sont beaucoup plus basses que les autres. Ok. Donc, on digue un peu dedans. Enfin, je regarde un peu pourquoi c'est la marge, le truc, le niveau de dette. Enfin, je regarde ce genre de choses. En général, c'est parce que les investisseurs vont sur une autre boîte du benchmark et pas sur celle-ci. Mais il y a un moment, ça change. Du coup, mon gros truc, c'est de spotter ces boîtes, d'investir dedans, attendre que le multiple remonte d'un coup, parce que tu as un effet croissance et multiple, pour faire des x2, x3. Je l'ai fait sur une boîte qui s'appelle Elasticsearch, par exemple, il y a 1 an, qui était le comparable d'Algolia. Ok. Je connaissais Elasticsearch. Ouais, Ok. Je fais un bon truc. Alors là, le titre est redescendu, mais j'ai revendu depuis. Ok. Et ça, c'est ma martingale à moi. J'adore l'idée. Bon truc de geek quand même. Ouais. J'ai des benchmarks, je regarde tous les jours. Cool, faudrait que tu nous tous les partages aussi. Bon, écoute, merci Pierre, on va te suivre sur LinkedIn. Merci à vous tous, j'espère que c'est un épisode technique, moi j'adore ces épisodes, et puis on n'avait pas fait, là on va un peu plus deep aujourd'hui dans la martingale, vraiment, mais ça peut être une vraie martingale si on est éclairé. Moi j'en ai fait quelques-uns de deals de secondaire aussi, qui sont bien passés généralement. Le seul qui s'est mal passé pour moi, c'était Cityscoot, mais voilà, il s'est mal passé pour tout le monde, et comme tu le dis, on a perdu, on a tout bien expliqué. Moi j'avais arrêté ce business avec Fairshares parce que justement on voulait le retailiser, ce que tu fais pas exactement, mais dans le retail c'est trop dur à expliquer au quotidien, et à chaque fois on devait évangéliser, expliquer les différentes catégories d'actions, etc. Et il y a quand même des gens qui arrivaient pas bien à le comprendre, et quand ils perdaient ils nous disaient mais j'ai pas compris là, et donc moi j'estime avoir une forme de responsabilité et de pas vouloir essayer de vendre des trucs en mode poudre de perlimpinpin, en plus en prenant des fees au passage. C'était trop j'avais pas l'impression d'être aligné avec moi-même en tout cas. Ok, t'as bien fait, parce mais que ce que tout vous le monde êtes ne l'a pas fait. Ouais.
Tout le monde ne l'a pas fait, c'est vrai. Allez, bisous, on ne parlera pas de vous. Salut, à bientôt. Abonnez-vous sur La Martingale si vous êtes content de cet épisode. On va en faire plein d'autres, des très techniques comme ça, des moins techniques aussi, avec plein de gens. J'ai des super invités à venir, je suis trop content. Donc voilà, restez avec nous et puis rejoignez-nous sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Insta aussi, sur TikTok, pourquoi pas. Allez, bisous, salut, à la semaine prochaine.